Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review de Extreme Rules 2020, un show de la WWE qui était sur le thème Horror Show. Alors, je vais pas vous mentir, alors la carte du pay-per-view m'emballait plutôt pas mal par rapport aux catcheurs qui étaient présentés parce que honnêtement, il y avait la plupart des matchs où je me suis dit si les catcheurs font un bon boulot, on peut avoir un très bon spectacle. Je dis pas qu'on va avoir des 5 étoiles ou des 9 étoiles chez Dave Meltzer, mais il y avait des bons catcheurs sur cette carte. Et d'ailleurs, vous allez voir quand je vais vous faire la liste, il y avait vraiment des très bons catcheurs ou des très bonnes catcheuses qui auraient dû permettre d'avoir des bons matchs. Mais Extreme Rules étant un show à stipulation, bon, peu de matchs ont eu des stipulations, mais certains en ont eu, et ceux qui ont eu des stipulations, ça a parfois desservi le match. Alors, je vais vraiment, on va aller dans l'ordre, et je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Pourquoi, en fait, le show en lui-même, et pourtant la carte était pas mal, mais les résultats des matchs ont parfois été décevants, et souvent provoqué par ces storylines et ces stipulations. On commence avec le premier match, c'était dans le pré-show. Kevin Owens a affronté Murphy dans un match qui a duré près de 9 minutes. Alors le match, à moins que je l'avais raté, n'était pas annoncé. En tout cas, je ne l'avais pas vu annoncé. C'est Kevin Owens qui va le remporter avec un stunner. J'étais ultra content de voir ce match, ça a été un très bon match pour chauffer la salle, enfin il n'y avait personne dans la salle, et enfin vous m'avez compris, il y avait pas vraiment une foule en délire quoi machin, mais s'il y avait vraiment eu une foule, ça aurait été un super match parce que Kevin Owens il fait un super boulot. Bon, Kevin Owens, on sait pas où, je sais pas du tout ce qu'ils essayent de faire avec ce catcheur, le projet je le suis pas trop, je comprends pas trop. Il était sur une rivalité avec Rollins, puis c'est Rey Mysterio maintenant qui était dessus, puis d'après ce que je comprends, ils veulent le remettre dessus, je comprends pas trop, enfin... Kevin Owens, t'as l'impression qu'il est en mode stand-by depuis tellement longtemps, là, ça doit faire au moins 1 an et demi qu'il est en stand-by, qu'il est dans des rivalités un peu secondaires, à attendre qu'il se passe un truc. Il serait peut-être bien que, à un moment, il se passe un truc, quoi. c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc Kevin Owens a gagné. Bonne victoire, c'est la bonne personne qui a gagné, même si j'aime bien Murphy et j'ai pas de souci avec lui, c'est juste que pour moi, Kevin Owens, ça doit être le projet de WWE. Franchement, il a tellement de talent, Kevin Owens. Moi qui l'ai vu l'année dernière, quand il est arrivé pour le Wargame, bordel, une ovation pareille. Il a un potentiel de star power, Kevin Owens, qui n'est absolument pas utilisé dans le roster principal, c'est vraiment très décevant malheureusement. Ensuite, donc, commencer la carte principale. Et alors, le premier match, excellent choix pour l'opener. Shinsuke Nakamura en équipe avec Cesaro, qui avait l'occasion pour lui de montrer que c'est certainement l'un des meilleurs, voire même le meilleur partenaire pour créer une équipe. Peu importe le catcheur avec qui tu vas le mettre en équipe, eh bien ça va donner des excellentes équipes et des excellents combats. Cesaro et Sheamus, faut se rappeler, c'est vraiment deux catcheurs, on savait pas quoi faire. Sheamus et Cesaro, ils étaient en feud l'un contre l'autre. Et on décide de les mettre ensemble à la fin, et ça donne une des meilleures équipes de ces dernières années. Et ben là, c'est un peu le même cas, c'est-à-dire que Cesaro, on sait pas quoi en faire. Sheamus, lui, ils essaient de l'occuper avec d'autres storylines, donc on le met avec un autre catcheur qui n'a rien à faire en ce moment, chez Shinsuke Nakamura, et on les met ensemble. Et ça marche, honnêtement ça marche, le duo fonctionne extrêmement bien, je trouve qu'il y a une belle alchimie entre les deux. Alors c'est un truc qui m'a fait mourir de rire dans le match, c'est Shinsuke Nakamura qui a eu du mal à mettre une table, c'est-à-dire qu'à un moment il met une table et puis il y arrive pas et tout, j'ai fait oh là là, le Nakamura, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, ça n'a pas enlevé son image pour moi qui est vraiment c'est un super catcheur, mais quand je l'ai vu faire j'ai fait qu'est-ce qu'il fabrique? Donc c'était un table match. Alors le table match a ce défaut que c'est une situation que je déteste parce que là, pour gagner, il faut fracasser quelqu'un dans une table, c'est tout. Donc voilà, il n'y a pas cette intensité, vous savez, dramatique, du near fall, du 1, 2, hop. Non, c'est juste on a peur que la table elle casse, etc. Mais je trouve que ça... voilà, il y a moins ce côté oh là mon dieu, qu'est-ce qui va se passer, etc. Ceci étant dit, le match a duré 10 minutes. Pour débuter la soirée, c'était parfait. Moi, j'étais complètement dedans. J'ai beaucoup aimé ce match. Du côté du New Day, Big E et Kofi Kingston ont été très bons également. Voilà,
par exemple Biggie, les spires à travers, les deux cordes, c'est vraiment toujours assez spectaculaire, assez sympa. Surtout quand il se fait contrer par exemple avec le double coup de genou de Nakamura et Cesaro. Ça c'est vraiment une belle histoire à raconter parce que voilà, le premier il passe, le deuxième il passe pas. Là, ils sont pas bêtes deux fois quoi. C'est très très bien raconté, l'histoire, vous la suivez, c'est parfait. Le finish est assez spectaculaire où on passe à travers deux tables, donc c'est assez sympa. Voilà, rien à dire sur ce match. Honnêtement, c'est un très bon match pour commencer la soirée. En tout cas, j'étais super content de voir ce match. Suit ensuite le match qui m'intéressait le moins de la carte, c'est Bayley qui défendait son titre féminin contre Nikki Cross, accompagnée d'Alexa Bliss, et bien sûr Bayley est accompagnée de Sasha Banks. Alors, j'ai jamais trop accroché à Bayley. Et j'ai jamais trop accroché à Nikki Cross. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de rumeurs les derniers temps sur une séparation potentielle de Nikki Cross avec Alexa Bliss. Et certains ont commencé à dire, bah en fait, pour qui ça serait le plus négatif. C'est sûr pour moi que ça serait Nikki Cross qui vraiment en subirait les conséquences, parce que je sais pas ce qu'il ferait de Nikki Cross. Parce que Nikki Cross Alexa Bliss, bah c'est bien, moi j'aime bien, je trouve que ça marche bien, là, le duo il marche très bien. Mais Alexa Bliss marcherait très bien toute seule. Ce qui est peut-être moins le cas de Nikki Cross. J'ai jamais trop cru qu'elle gagnerait ce match, ça c'est un peu le défaut, c'est-à-dire que à aucun moment je me suis dit elle va gagner. Surtout que pour moi j'espérais quand même qu'il allait se passer un truc et on y reviendra tout à l'heure. Bayley fait une prestation tout à fait sympa, le match a duré 12 minutes 20, honnêtement je les ai pas trop vus passer, donc ça va. Mais c'est le match qui m'intéressait le moins. Mais honnêtement, je peux pas dire que c'était un mauvais match. C'est plutôt un match qui m'a diverti. D'ailleurs, le show Extreme Rules a été plutôt très digeste. Ça a dû durer 2h30, un truc comme ça. Donc c'était pas très très long. Hein. Ça a fini à 4h30 du matin. Donc honnêtement, voire même un petit peu avant. Donc très digeste comme show. Donc c'était... Voilà, il n'y a aucun match là-dessus qui est vraiment extraordinairement long. Donc c'est très bien. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'en attendais rien. Donc forcément, je suis assez... limite heureux, voilà, que ça se soit produit. Les interventions de Sacha, voilà, l'histoire elle est bien racontée. Il y a vraiment des trucs hyper sympas à suivre dans le match. Honnêtement, ça m'a jamais perdu, ça m'a jamais lâché, du début à la fin. Même si j'étais pas à fond derrière Bayley ou à fond derrière Nikki Cross ou même à fond derrière ce match, et ben j'ai passé un bon moment. Donc voilà, j'en demande pas plus. Et voilà, Bayley, je suis pas fan hardcore. Mais là-dessus, j'ai rien à redire. Ouais, j'ai rien à redire, donc ouais, on va pas critiquer toujours. Hein. Le mois dernier, j'avais quand même un petit peu critiqué. Là, ce mois-ci, voilà, quand c'est pas trop mal, il faut le dire. Et ensuite, alors, MVP qui affrontait Apollo Crews pour le nouveau titre des États-Unis. Et alors, le match n'a pas eu lieu parce qu'Apollo Crews n'est pas venu. MVP s'est donc auto-déclaré champion des États-Unis. Ce qui fera quand même qu'il y aura 2 auto-déclarations de champion dans cette soirée, ce qui est quand même pas banal. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? C'est étrange, c'est très très étrange. Alors d'après les news que j'ai vues ce matin, il aurait le Covid, enfin en tout cas il aurait été testé positif. C'est pour ça qu'il ne pourrait pas venir, donc s'il a été testé positif, ils vont le mettre en quarantaine pendant 15 jours. Donc probablement qu'il sera pas à Raw ce soir. Donc certainement que MVP va être champion. Je pense qu'ils vont le mettre champion. Par contre, je me doute qu'il y avait un truc qui allait se passer là, MVP. Il y a beaucoup de rumeurs, hein. Il y a énormément de rumeurs. J'en avais parlé d'ailleurs la dernière fois sur un MVP, Bobby Lashley, peut-être justement avec Apollo Crews, et certains parlent peut-être d'un Ricochet. Il y a plusieurs noms qui circulent pour intégrer dans une sorte de gang. Et je pense que ce match aurait dû servir à ça. C'est-à-dire que MVP, je pense qu'il allait gagner quand même. Il allait gagner. J'ai dit d'ailleurs, ça m'a vieilli d'un coup là, parce que voir MVP champion des États-Unis, alors que moi quand j'ai commencé le catch, MVP était le champion des États-Unis avec le plus long règne de l'histoire de la WWE. Donc c'était, ça faisait un sacré coup de vieux. Et je pense qu'il y aurait eu des petites interventions, qu'il y aurait eu des trucs, etc. Et que Apollo Crews aurait perdu. Et se serait dit, bah je peux rien faire contre eux et peut-être que je peux les rejoindre. Donc là, le fait qu'il ne soit pas venu du tout, je sais pas comment ça va influer sur une potentielle suite ou voilà. Donc à voir comment ça va être fait. En tout cas, bon, il semblerait que MVP soit champion. C'est ce voilà, champion par forfait, j'ai envie de dire. Hein. Ils ont même pas essayé, vous savez, de faire le compte, vous savez, le 1,
2 pour dire voilà, si la personne vient avant le compte de 10, machin, ils ont même pas essayé, c'est hop, la personne n'est pas là, allez, on passe à autre chose. Ce qui fait que le show s'est fini un petit peu plus tôt, parce que je pense que ce match-là, bah, il aurait rajouté un quart d'heure sur le show, enfin voilà, à peu près, donc c'est comme ça. À voir ce qu'ils vont faire avec, voilà, ce qu'ils vont faire avec ça, parce que je pense que c'était pas le plan d'origine. Donc peut-être que c'était quand même qu'MVP gagne, mais que la manière aurait été extrêmement importante dans la rivalité. Ensuite, alors là le match, alors là le truc. Parce que j'ai beaucoup parlé des stipulations depuis le début et je suis pas trop rentré dans le truc, parce que j'ai parlé du table match qui est pour moi pas une stipulation géniale. Alors là, Seth Rollins qui affronte Rey Mysterio dans un eye for an eye match. Alors petit clin d'œil à la AEW avec Jon Moxley qui avait fait un match de ce type-là, mais le concept c'était juste que voilà, il y avait deux personnes qui avaient eu une petite difficulté à l'œil, mais c'était pas le but d'enlever l'œil de la personne en face. Et c'est là où je vous explique que la stipulation pose problème. Je vais m'expliquer tout de suite, vous allez comprendre. C'est que la stipulation, on ne comprend pas, enfin en tout cas les commentateurs ne nous aident pas, on ne comprend pas comment on gagne ce match. Et c'est extrêmement perturbant. Parce que comment on peut avoir cette montée dramatique, vous savez, de « Ah, ça va se finir là, ça va se finir là, ça va se finir là ». On comprend pas comment ça peut se finir, ce truc. Il va vraiment y avoir un œil qui va sortir de son orbite, on ne comprend pas. C'est-à-dire que, en tout cas, peut-être que vous avez compris, mais moi, j'ai rien bité. Ce match dure quand même 20 minutes, d'ailleurs c'est le plus... Non, 18 minutes, pardon, c'est pas le plus long match du show, mais c'est un des plus longs matchs du show. Seth Rollins et Rey Mysterio, je le dis d'ailleurs, ouais, je vais commencer par ça, c'est que Seth Rollins et Rey Mysterio, sur le papier, vous le regardez sur le papier, ça va faire un super match. Seth Rollins c'est un excellent catcheur, Rey Mysterio c'est un excellent catcheur, ça va faire un très bon match. Sauf qu'en fait, c'est pas que ça a fait un mauvais match, parce que le match est pas mauvais. Le match est pas mauvais. C'est juste qu'on comprend pas les règles. On ne comprend pas les règles. C'est comme si vous regardez un sport et vous ne comprenez pas comment les gens peuvent gagner. Les gens ils marquent des paniers, ils marquent des buts, ils marquent des machins. Vous ne comprenez pas comment ça marche. Vous comprenez pas le système, vous comprenez rien. Il y a un moment, vous regardez ça, mais vous regardez ça, c'est sympa. C'est sympa. Et je vais pas vous dire que c'est mauvais. Mais franchement, c'était cool, il y a eu des trucs sympas, honnêtement, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Mais j'ai rien compris. J'ai rien compris à l'aboutissement. Et d'ailleurs, donc, Rey Mysterio perd. Seth Rollins lui fracasse le crâne sur les escaliers. On voit pas l'œil tomber, il n'y a pas du sang de partout. Il y a juste Seth Rollins qui se met à vomir, à dégobiller. Derrière, il y aura une interview. Je sais plus quelle était l'intervieweuse qui nous dit que Rey Mysterio ne va probablement pas perdre son œil. Voilà, les médecins arriveront à le sauver, je sais pas quoi. Je prends que dalle. Pourquoi alors avoir fait un match pareil, s'il est pour la fin, donc il perdra quand même pas son œil. Enfin, c'est très très bizarre, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Bon, c'est comme ça, mais je m'attendais pas du tout moi qu'on voit un œil sortir ou je sais pas quoi. Mais là, Seth Rollins qui se met à vomir, c'était immonde. Et comme je l'ai dit, tout le long, voilà, ils se mettent des coups dans l'œil. Et t'as l'arbitre qui vient voir, il fait « Il est toujours là ?» T'as l'impression, c'est « T'as ton œil ?» Ouais, bah t'as ton œil. Et il a toujours son œil à la fin, pourquoi t'arrêtes le match? Enfin, bon bref, c'est incompréhensible. Et avec deux catcheurs aussi talentueux dans le ring, on a le droit d'être déçu. Enfin, moi personnellement, j'ai été extrêmement déçu de ce match parce que la stipulation n'était pas suffisamment claire. Limite, je sais pas moi, je pense qu'ils auraient dû partir sur l'idée, vous savez, des First Blood match. Vous savez, le premier qui saigne perd. Et ben là, par exemple, ils auraient dû faire un truc du genre, le premier qui fait saigner l'œil, par exemple, de Rey Mysterio ou de Seth Rollins, gagne, par exemple. Bon, ça ferait un peu hardcore, mais c'est Extreme Rules. Pas forcément l'enlever l'œil, mais si jamais vous arrivez à faire saigner l'arcade ou l'œil ou ce que vous voulez, machin, et ben vous avez gagné. Ça aurait été plus clair pour nous. Visuellement, ça aurait été hyper clair. Là, c'est pas clair. Bon, c'est comme ça. Ensuite, on enchaîne avec, pour moi, le match de la soirée. C'était bien sûr Sasha Banks contre Asuka pour le titre féminin. C'était le match que j'attendais le plus. Pourquoi? Parce que je suis un fan hardcore de Sasha Banks, accompagné de Bayley. Asuka était accompagnée de Kairi Sane. C'était extraordinaire. Moi, j'ai adoré ce combat, parce que justement là, il n'y a pas de mauvaise stipulation. C'est vraiment le match. On comprend les règles, il faut faire un round de 3, c'est hyper bien. C'est hyper bien. Mais j'ai adoré ce combat.
Sasha Banks, bon, moi je suis hyper fan, donc je vais pas mentir, c'est une de mes catcheuses préférées de tous les temps. C'est vraiment, je suis un gros fanboy de Sasha Banks depuis toujours, donc je vais pas mentir, j'étais hyper content qu'elle gagne, même si c'est la méthode, on va en parler à la fin, mais Sasha Banks, moi je suis hyper fan, je trouve qu'elle a un talent monstrueux, et un charisme, enfin, elle a tout pour elle, cette fille. Et Asuka, moi je suis hyper fan depuis très longtemps. Et là, les voir les deux dans le ring, je me suis dit, mais ça peut faire que des étincelles. En plus, si on rajoute un peu d'overbooking avec du Kairi Sane, du Bayley, oh là là, ça peut être génial. Sur le papier, ce match avait l'air génial. Et honnêtement, c'était génial. Alors, le match en lui-même était génial, les prises de risque étaient folles, il y a eu vraiment des sauts super, des prises super, une belle écriture de Sasha Banks par exemple sur le travail sur les bras. Où elle tord les bras d'Asuka dans tous les sens et tout. C'était très bien écrit, très bien. Ah, c'était génial. Et puis il y a cette fin. Alors il y a cette fin où Asuka, qui est censée être la face dans l'histoire, hein, vous êtes d'accord avec moi, va cracher son mist là, son grid mist, dans la gueule de l'arbitre par accident. Et alors ça marchait bien quand elle était heal pour moi, mais maintenant qu'elle est face, je trouve que c'est pas très cohérent, mais bon c'est comme ça. Et sauf que Sasha Banks l'évite. Et ben elle veut faire le tomber. Sauf que l'arbitre ne peut pas. Et donc la Bayley va enfiler le t-shirt de l'arbitre et va faire le tomber. Alors, en fait, ce qui a posé problème avec cette fin, c'est pas que Bayley fasse le tomber. C'est que si Bayley avait fait le tomber, vous savez, un fast count 1, 2, 3, on aurait tout de suite compris, même les gens dans la salle, on aurait tous compris, nous sur Twitter, on aurait tous compris, que ce compte n'est pas valable, etc. Là, Bayley a fait un compte valable. C'est-à-dire qu'elle a fait 1, 2, 3. Elle n'a pas fait un fast count, elle a fait un vrai count. Et donc Sasha Banks a mis à terre Asuka. Et a gagné. Elle a fait le compte de 3. Donc, ce qui fait que sur internet, même WWE a mis un petit moment à communiquer dessus, en laissant le flou, en disant ouais, est-ce qu'elle a gagné, est-ce qu'elle a pas gagné. Ils ont retweeté le post de Sasha Banks qui disait qu'elle avait gagné, elle avait les 2 ceintures. Donc, très bizarre. Donc, est-ce que, par exemple, c'est une théorie, hein, est-ce que Bayley a pas botché? Bayley aurait peut-être pas dû 1, 2, 3 vite pour faire vite comprendre que c'est faux. Là, vu que c'était vraiment un compte, honnêtement, ça aurait été le vrai arbitre qui aurait fait le compte, ben voilà, Sasha Banks gagnait. Donc, je pense qu'ils vont pas considérer comme valide et que Sasha Banks et qu'Asuka va garder le titre. Et que c'est peut-être la première graine de la fameuse rivalité entre Sasha Banks et Bayley qu'on attend peut-être pour beaucoup d'entre nous, qui pourrait se diviser et s'écharper, parce que là, Bayley aurait coûté le titre à Sasha Banks. Donc ça peut être la première graine, déjà il y en a eu beaucoup, hein, mais là ça pourrait être le petit élément déclencheur, à voir ce que ça va donner. Je sais pas si on aura la réponse des Raw, j'aimerais bien qu'on l'ait tout de suite, d'ailleurs ça va donner de l'intérêt pour Raw, et je pense que c'est pas anodin qu'il y ait ce flou. Je vous dis, s'il y avait eu un fast count, il y aurait quand même eu un flou, mais bon, ça aurait donné envie aux gens de regarder Raw. Mais là, ça donne encore plus envie aux gens de regarder Raw, parce que vous savez que les audiences sont pas bonnes. Et ben, il y a un Big Show Randy Orton qui est un match sans disqualification, unsanctioned match, qui, voilà, bon, promet pas un 9 étoiles, mais quand même, ça peut être sympathique. Et bah, il y aura cette explication-là, donc de là, ça va donner envie aux gens de regarder le match. Et de regarder le show de Raw demain, peut-être qu'il fera un meilleur rating ce soir, voilà, en tout cas, voilà, il donnera un meilleur rating. On verra, ça se trouve, ça va pas du tout marcher, mais voilà. Le match a duré 20 minutes tout pile, c'était très bien, voilà, c'était très bien. Mais c'est vrai que la fin, t'as eu l'impression qu'on nous a enlevé un petit peu, gâché un petit peu le plaisir, mais je me suis dit, oh, s'ils avaient encore, on aurait pu, moi j'en aurais pris 10 minutes de plus, hein, honnêtement, moi, j'étais pas du tout rassasié, hein, c'était trop bien. Drew McIntyre contre Dolph Ziggler pour le titre de champion de la WWE. Alors, c'est un match Extreme Rules, mais avec la particularité que Dolph Ziggler en choisissait la stipulation, et donc les Extreme Rules ne comptaient que pour lui. C'est-à-dire que lui seul pouvait utiliser des chaises, des tables, des kendo sticks, etc., ne pouvait pas se faire disqualifier, ne pouvait pas se faire compter à l'extérieur, etc. Alors que Drew McIntyre, lui, devait la jouer loyalement. Et c'est absolument... Alors pourtant, Dolph Ziggler, il arrive dans cette position de main eventer et de potentiel aspirant à Drew McIntyre, sans avoir vraiment le statut, hein, parce qu'il est pas du tout... Enfin, il n'a pas fait de grands matchs ces derniers temps, il n'a pas été incroyable, et surtout il a perdu beaucoup. Mais, honnêtement, pour ceux qui suivent pas beaucoup les weekly comme moi en ce moment,
Et bah Dolph Ziggler, au moment où il annonce ça, je trouve que ça a remis vachement à égalité les deux catcheurs. Et que c'était hyper intéressant. C'était hyper bien. Le match a duré 15 minutes. C'était parfait. C'était parfait. C'était hyper bien. C'était Dolph Ziggler, je l'ai toujours dit moi, c'est un excellent catcheur. Et quand il faut le mettre avec un Drew McIntyre qui lui aussi peut se sublimer devant un très bon adversaire, et bah franchement ça donne un super match. Et Drew McIntyre, Dolph Ziggler, sur le papier, quand vous regardez comme ça là, vous dites Drew McIntyre, Dolph Ziggler, ça a l'air joli quand même. Hein. Et bah c'était joli. Peut-être que par contre le suspense n'était pas au rendez-vous parce que je ne voyais absolument pas Dolph Ziggler gagner le match. Mais le match est tellement réussi, est tellement bien. L'idée de la stipulation, je trouve, m'a bien emballé dans le match. M'a bien fait rentrer dans le match et je l'ai regardé en direct, donc c'était en pleine nuit. Je commençais presque à fatiguer. Je me suis dit, bah tiens, enfin, moi j'étais encore bien, mais voilà, machin. Je me suis dit, bah tiens, allez, ça m'a relancé. Et il n'y a aucun moment dans ce show où je me suis un peu endormi. Non, j'étais devant. Là, vu que Sasha Banks et Asuka m'avaient bien relancé, et bah Dolph Ziggler et Drew McIntyre, c'était parfait. Le Claymore Kick, magnifique. Quand Dolph Ziggler il doit vendre un truc, c'est super bien. Quand il vend un énorme paf comme ça, là, il arrive très bien à vendre les gros coups Dolph Ziggler. Et donc le Claymore Kick, il est spectaculaire de Drew McIntyre. Voilà, super, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce match, je vais pas vous dire que je l'ai pas aimé, j'ai beaucoup aimé. Et alors le dernier match, qui est donc le match cinématographique, le horror match, le swamp match, le match du marécage entre Bray Wyatt et Braun Strowman. Le titre n'était pas en jeu. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Moi, je vous dirais à peu près la même chose que j'ai dit à tous les matchs cinématographiques de Bray Wyatt. Celui du Taker, ce qui était bien, c'est que c'était clair. Je l'ai expliqué tout à l'heure d'ailleurs, hein, extrêmement clair pour le Seth Rollins Rey Mysterio. On ne comprend pas le but, l'objectif. Et bien là, on ne comprend pas vraiment le but. C'est de jeter la personne dans le marécage, mais ça arrive très tardivement dans le match. Qu'on comprenne peut-être que c'est ça l'objectif. C'est donc il y a un match, mais c'est pas vraiment un match. Et il y a des angles, il y a des apparitions, il y a une apparition d'Alexa Bliss, qui n'est pas vraiment Alexa Bliss, hein, on comprend bien, c'est pour torturer Braun Strowman. Je peux pas dire que c'était horrible à regarder, hein. J'ai pas le temps que ça a duré, mais ça a duré quand même un bon moment. C'est intéressant. C'est intéressant. Braun Strowman, Bray Wyatt, il est à fond dans son rôle. Braun Strowman, je trouve qu'Alexa Bliss aussi a plutôt été intéressante aussi. Elle l'a bien vendu, son côté un peu spectral, fantôme et tout, c'était plutôt cool. Et ça se finit... Braun Strowman finit noyé avec Bray Wyatt, si on schématise, et sort de l'eau, dans une eau bouillonnante, rouge, donc ça fait penser que comme s'il y aurait eu du sang. On crache pas du sang quand on se noie, hein, j'ai envie de dire. Donc, ça fait aucun sens, mais bon, je cherche du sens, je cherche pas de sens, hein, vous allez me dire. Et c'est le film qui sort. Donc, est-ce qu'on a assisté au meurtre de Braun Strowman, comme on a assisté au meurtre de AJ Styles? C'est un angle, c'est pas un match, c'est un angle. Je l'avais déjà dit quand Bray Wyatt avait affronté John Cena, et là, pour moi, c'est un angle, c'est pas un match. Alors que quand AJ Styles et le Undertaker s'étaient affrontés, il y avait un vrai match. Voilà, là, c'est pas très clair, même si c'est quand même plus clair que le match avec John Cena. Mais voilà, c'est particulier, je trouve. C'est mon avis, je trouve que c'est particulier. Je sais pas trop quoi en penser. Honnêtement, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai trouvé que le match avait pas trop bien vieilli dans mon esprit. C'était très moyen, mais je sais qu'aux États-Unis, ça a beaucoup plu. En France, moi, de ce que je suivais, les gens avaient pas l'air emballés plus que ça. Moi, je suis entre les deux. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais j'ai trouvé pas ça nul. Il y a des trucs sympas. Voilà, par exemple, le truc qui m'a fait, mais je trouvais ridicule, c'est le mec qui part en feu. Franchement, ça se voit qu'il fait exprès de tomber dans le feu, quoi. Mais comment tu peux être aussi débile profond, quoi? Il fait exprès de tomber dans le feu et après, il est entouré de flammes. Ça faisait guignol. Alors, bon, WWE a jamais été très dans la subtilité, hein. Mais là, le mec en feu, c'était pas terrible. Mais voilà. C'est pas un match, c'est un angle, on verra ce que ça va donner. C'est vrai que ça annonce le grand retour du Fiend. Donc est-ce qu'on va avoir le Braun Strowman contre le Fiend, qu'on attend à SummerSlam, qui sera certainement un des gros matchs de la soirée. On sait qu'il y a un Drew McIntyre Randy Orton qui se prépare. Enfin, en tout cas, c'est dans les rumeurs assez insistantes.
On sait pas ce que ça va devenir avec Sasha Banks, mais voilà, il y a des rumeurs de Shayna Baszler avec Asuka, il y a des rumeurs de Sasha Banks, donc on verra ce que ça va donner. Je pense qu'on peut avoir une belle carte pour SummerSlam. Dommage, il n'y aura pas de public, mais il n'y aura pas de vrai public, il n'y aura que des catcheurs comme on voit actuellement. Mais ça peut être sympa. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé. J'ai passé une bonne soirée. C'était pas un show horrible, bien au contraire. J'ai passé une bonne soirée. C'était pas extraordinaire. C'est juste que malheureusement, la plupart des matchs ont été gâchés par leur fin ou leurs stipulations qui les ont handicapés. Comme le premier match avec le match de table ou le match, je sais pas moi, Seth Rollins contre Rey Mysterio ou Drew McIntyre, Dolph Ziggler ou Asuka, Sasha Banks. Voilà, il y a eu plusieurs matchs qui ont été gâchés par leur fin, mais c'était plutôt un bon spectacle et j'ai passé un bon moment. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à liker, à commenter surtout pour me dire ce que vous avez pensé de ce show. Et on se retrouve nous, il y a le lien YouTube qui est dans la description, c'est pour me soutenir. Merci à tous ceux qui le font. Et on se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!